bonsoir, nous sommes le 29 août à Paris, il est 19h. Bienvenue dans Tunnel pour cette deuxième saison purée. L'an passé, vous avez pu me suivre en train de littéralement apprendre un métier. Et je suis là, à nouveau pour cette nouvelle saison, alors j'imagine que ce fut un succès. Dieu que ce studio m'a manqué. Mais alors que cet été, je courais partout en Belgique et en France, j'ai adoré le repos. Le sentiment du travail accompli de qui s'est tenu comme tant d'autres en juin au bord du ravin, vent dans le dos, pour essayer de sauver un pays qu'elle aime des périls les plus sombres. Le temps passé en famille, celle de naissance et celle choisie qui ordonne le chaos des danses absurdes des humains, où trop souvent rien n'a de sens et rien ne va. L'odeur des pins, entremêlée au ressac aveugle et à nos errances des rouleaux qui s'abattent, parachevant le bonheur de mes lectures estivales, pieds en éventail enfin plutôt que courant partout. Bref, le vrai break, pas celui fin seulement voué à produire. Cet été, j'ai détesté le harcèlement abject dont Barbara Butch, une grande sœur pour moi, a pu faire l'objet. Parce que femme, parce que grosse, parce que lesbienne, parce que marocaine d'origine, parce que juive, parce que trop forte finalement dans un monde où toujours les faibles dames s'assemblent pour anéantir tout ce qui est beau, éclatant, triomphant enfin. Cet été, j'ai découvert ce que c'était enfin un été dans la vingtaine sans alcool. C'est étrange, mais c'est mieux. Et après n'avoir pas bu pendant un an et réessayé parfois à dose homéopathique, juste pour voir, je le confirme. Certains moments perdent un peu d'éclat, ne mentons pas, mais on est pour sûr mieux sans. J'ai écouté en boucle cet été, enfin, beaucoup de titres de mes vénérées années 10. Les étés sont pour moi, on en parlait aux côtés d'amis, les frères de Terre Noire et Nesrin Slaoui lors du tout premier numéro de cette émission en août dernier, un moment de bilan. Rien ne projette plus loin, sinon peut-être certaines odeurs que le son. Titres immémoriaux, voyages en voiture, cœurs entamés, liesses passées, rives endiablées, instants figés, la musique au centre de tout, le temps. Et si alors, pour repousser encore les tracas et sujets attendus de la rentrée, nous en parlions ce soir de la musique, et en l'occurrence de l'un de ses pans, peut-être le plus mythique, mais peut-être aussi, ne suis-je pas objective, le rock. Comment a-t-il largement influencé notre culture jusqu'à peser dans la vie politique ? N'y a-t-il du rock que dans le rock ? Faut-il être rock pour faire du rock ? Est-ce qu'en 2024, on peut encore faire du rock ? Est-ce qu'en 2024, on peut encore être rock ? Il aurait été difficile d'être mieux entouré pour parler de ce sujet qu'avec les 4 réunis autour de ma table pour ce numéro de rentrée. Bienvenue dans Tunnel. Martha Darro, tu es artiste pluridisciplinaire et docteur en sciences comportementales. Tu joues dans un premier film, Black, en 2015. En 2017, tu étais en tournée avec ton collectif hip-hop Soul Art et tu as sorti en 2020 Cheap Wine and Paris, un EP qui mélange les genres. Tu joues en 2023 dans la série Lupin et cette même année, tu sors un album Philophobia que tu joues d'ailleurs en ce moment en tournée. Ai-je été suffisamment exhaustive ? Ouais, vous avez tout dit. Tout est dit ? Ouais. Parfait. Carole Boinet, tu es directrice de la rédaction des Inrocks. Spécialiste des questions féministes et musicales que tu abordes via des sujets culturels et sociétaux. Tu étais déjà rédactrice en chef adjointe de ce magazine prescripteur de la musique et as accédé à ce poste de direction à seulement 35 ans, donnant au magazine de nouvelles dimensions via les Inrocks Festivals que tu as relancés ou l'impression d'un quotidien papier à l'occasion du Festival de Cannes. Qu'attendre en cette rentrée ? J'attends beaucoup de choses. Qu'elles soient excitantes, qu'elles soient foisonnantes, qu'elles soient dynamiques, qu'elles soient pas tristes surtout, et pas angoissantes. De la joie après. De la joie un petit peu, voilà. Ça ferait du bien. Youvdi, tu es un musicien qui mélange punk californien, emo rap, trap metal. Nombreux sont les choix de styles musicaux qui t'inspirent et tu as fait le choix constant dans ta carrière de ne pas choisir. Après des débuts dans les open mic parisiens il y a plus de 10 ans et un collectif, l'Ordre du Périph', puis plusieurs EP, tu sors un premier album en 2021, La Vie de Luxe, complété par une réédition Dark Edition très rock. Virage très efficace, réaffirmé dans ton dernier album, Pas d'accord, sorti en 2023. J'ai parlé de ton style. Est-ce que tu peux nous dire les sujets qui t'inspirent et que tu développes dans tes textes ? Waouh. Les sujets qui m'inspirent, je pense que ce serait... bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Ce qui m'inspire, je dirais, en premier lieu, ma vie. Et je pense que c'est une quête infinie de liberté, en vrai. Ça résume un peu tout, genre, je dirais.
Eh bien, bienvenue, nous allons en Merci. parler de cette quête de liberté. Merci beaucoup. Raphaël Zawi, enfin, tu es chanteur. Après le raz-de-marée de Thérapie Taxi, le groupe qui t'a fait largement connaître, tu reviens en solo chanter les errances de la jeunesse des villes avec un album en 2023, Pulsation. Sur ce projet, un titre, le dernier sur la piste. Ce titre, c'est également celui de ton livre paru il y a 2 jours, où tu racontes aussi bien dans les coulisses de tes concerts que de ton existence. Dans ce livre, tu parles de l'exaltation de voir des publics reprendre par cœur des textes écrits dans ta chambre. C'est très intime de sortir un livre. Je ne sais pas comparer à la scène parce que je n'ai pas connu, mais comment est-ce que tu vis d'avoir soudainement ta vie disponible à la lecture pour tout le monde ? On va voir ce que ça va provoquer. Bonsoir à tous aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu un saut dans l'inconnu et qu'il y a des moments où je me dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai dit là ? Qu'est-ce que j'ai donné là ? Est-ce que c'est trop ?» Et en même temps, ça me correspond bien de pas d'être un peu exhibitionniste. Donc ça va. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour parler, parce qu'on l'a vu là, on reprend sur une rentrée assez cool, tout le monde s'est bien reposé, etc. Mais quand on s'est quitté, rappelez-vous, c'était le branle-bas de combat. Le pays était en train d'exploser à la suite d'un revirement politique, ma foi, inopiné, qui s'est plutôt bien fini, en tout cas à mon sens. Et donc, on va directement parler un petit peu de politique, en l'occurrence du rock et de l'engagement. Sans partir aux toutes bases du rock, on le voit à la fin des années 60, début des années 70, le rock, notamment donc représenté par Woodstock, qui est quelque chose qui est complètement resté dans l'histoire, se fait un mouvement qui a énormément d'impact sur la vie politique, avec notamment l'engagement de très nombreux artistes contre la guerre au Vietnam, donc aux États-Unis. Et la question que je voulais aborder avec vous dès ce début d'émission, c'est à l'heure où finalement certains artistes peinent à trouver leurs mots pour qualifier des génocides, par exemple, que reste-t-il de Woodstock ? Qui se lance ? Wow. Vaste question. On a quand même une spécialiste de l'étude. Par exemple, on a quand même, je pense, quand tu as dit ça, The Psychotic Monks, qui est un groupe de rock français qui a, pour le coup, énormément pris la parole, et notamment sur scène, pour défendre la Palestine, pour dénoncer justement le génocide à Gaza. Et c'est vrai que c'est un groupe qui, je vais retrouver cette vieille expression, qui s'est quand même mouillé, qui s'est engagé, quitte à potentiellement perdre peut-être des auditeurs, perdre peut-être aussi des contrats, perdre peut-être aussi, je sais pas, j'ai pas creusé, mais des concerts. Et c'est vrai que eux, en tout cas, ont prouvé qu'il y a encore un engagement qui est possible. Après, je crois qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une peur au-delà de cette histoire-là, de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Il y a aussi une peur de l'engagement, peut-être parce qu'il y a aussi une peur de perdre en fait de l'audience, de froisser, de perdre de l'audience, d'être clivant. J'ai l'impression qu'il y a tout ça quand même qui agite, en tout cas les artistes. Après, j'ai pas envie de parler à leur place, donc je vais leur céder le micro parce qu'ils sont ils sont à côté, en face de moi. Mais Moi c'est vrai que c'est une question qui nous a beaucoup pris. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une réaction des artistes que moi je suis, en tout cas, qui était assez forte. Et on a tous pris le risque, à peu près, de prendre la parole. Ça s'est fait dans plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était presque un peu plus facile parce que tout le monde l'avait déjà fait. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, tu observes qu'à la marge, il y a des gens qui arrêtent de te suivre pour ça. Tu reçois quelques messages un petit peu compliqués, enfin, tu vois, de gens qui te disent « on est là pour écouter ta musique, pas pour parler politique ». Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est assez compris, je trouve, et qui est assez apprécié. Et moi, je sais que comparativement, tu vois, ça m'est arrivé de prendre la parole sur la situation du conflit israélo-palestinien et que j'avais 80% de messages de gens qui étaient contents que je le fasse et qui me disaient que c'était important de le faire, pour 20% de messages de gens qui disaient « ferme ta gueule et fais de la musique », quoi. Donc, globalement, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a eu un espèce de sursaut sur cette question-là qui était quand même importante, notamment pour les jeunes, parce qu'il y a un espèce de conflit générationnel aussi dans cette histoire-là, et que, en tout cas, le cercle de la musique que moi, dans lequel je suis ou que j'observe, j'ai l'impression que quasiment tout le monde a réussi à prendre la parole. Yuvdin, j'ai vu une interview où tu parlais justement de cette question de parler des choses politiques, etc. Ouais. Et que tu disais que toi, en fait, tu voulais plus parler de ce qui te parle, notamment même de santé mentale dans certains textes, etc. Il y a une portée, moi je trouve, politique aussi, en fait, à parler de la santé mentale au final. Ouais, on va dire dans tous les cas,
même sans m'exprimer trop, on me classe plutôt d'un côté, tu vois. Donc, ouais, moi, j'ai pas trop parlé finalement. J'ai surtout incité à aller voter quand il fallait, mais c'est tellement un sujet que je maîtrise peu que c'est vrai que je me suis tenu à l'écart et puis je vis très dans mes jeux vidéo et mes dessins animés. Donc, j'avoue que je me sentais pas de venir un peu exprimer devant tout le monde, quoi. Oui, mais après, il y a aussi un truc, parfois on se sent pas forcément légitime à dire Ouais. quelque chose, et c'est tout à fait audible. Martha, toi, c'est dans les personnes même que tu aimes aussi écouter, est-ce que tu as eu l'impression, comme dit Raph, de voir beaucoup de personnes qui s'engageaient, ou au contraire, pas forcément beaucoup? Moi, autour de moi, j'ai eu, je crois, la chance d'avoir beaucoup de gens qui ont pris la parole. Du coup, ça reste aussi une bulle parce que je crois Bien que sûr. c'était aussi pour moi, genre, dans ma bulle, c'était entre 80% aussi de gens qui sont là, ben, heureusement que tu parles, et des gens ouais, qui disent, ben, non, t'as pas le droit, ou moi, je te voyais pas comme ça, ou j'aime bien t'écouter, mais pas pour ça. Mais moi, je trouve que, en tout cas, j'ai la nécessité en tant qu'artiste d'être authentique et d'avoir des gens qui m'écoutent pour moi. Et du coup, si je vois le monde d'une certaine manière, ben, ça devrait être accepté ou pas, ou alors du coup, on n'écoute pas. Ouais. Et Martha, toi en plus, tu fais de la musique et du cinéma. Quel est de ces, et du théâtre d'ailleurs aussi, quel est de ces arts celui que tu trouves le meilleur vecteur politique pour faire passer des idées? Pour moi, c'est le théâtre. J'ai commencé à écrire le théâtre, du coup, je joue pas du théâtre. Du coup, ça serait plus la musique et le théâtre. Pourquoi ? Parce que ça commence avec moi dans ma chambre. Et du coup, c'est juste la musique. Même avec la musique, je commence toujours avec les textes. Du coup, c'est juste moi avec mes écouteurs dans ma chambre ou dans le bus ou dans un parc. Du coup, c'est toujours des conversations avec moi-même et après, je le partage. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus... Ça part d'un côté beaucoup plus authentique que dans le cinéma. Ça a déjà été écrit. Et du coup, c'est ma interprétation de l'histoire qui a été écrite. Mais ouais, la musique, c'est juste Martha. Et pour en revenir sur la question pure vraiment du rock, est-ce que pour vous, c'est toujours une musique rebelle et contestataire? Non. Je trouve que tous les genres, un peu. Ça dépend de l'artiste. C'est un peu... Moi, je dirais, De comment on ouais. s'en saisit? Ouais. Moi, je dirais oui, finalement. Pour le fond ou la forme? Les deux. Enfin, contestataire, ça dépend dans quel sens. Moi, je sais que pour ma part, c'était aussi beaucoup, comme je disais tout à l'heure, une idée de liberté, Bien sûr. et de mettre en avant ce truc de respect, d'acceptation de soi et des autres, que je trouve sont toujours pas des choses ultra ancrées en France et tout. Donc, soit pour les causes LGBT, etc., quoi. Je trouve que... Enfin, moi, personnellement, c'était un peu un coup un peu rebelle de faire tous mes sons rock et tout. C'était genre... je m'en bats les couilles, quoi, finalement. Genre, donc, Et alors, nous parlions avec mes invités Raphaël Zawi, Youvdi, Carole Boinet et Martha Darro de Kyo pendant cet intermède musical. Et comment, en tout cas pour Raphaël, Youvdi et moi-même, ça a pu nous marquer. Et justement, ça précède la question que je voulais vous poser. Quel est votre premier rapport au rock ? Premier titre que vous avez écouté ou la première œuvre que vous avez consommée? Moi, je crois que c'était les Beatles. Ouais. Ouais, c'était l'album blanc parce que mes parents l'avaient. Ma mère était une grosse fan des Beatles. Mon père était beaucoup plus Rolling Stones. Enfin, il y avait vraiment chez moi... Deux écoles. Ouais, il y avait ces deux écoles-là, mais qui étaient réelles chez moi. Enfin, voilà. Et moi, j'avais vachement accroché. Et je me souviens, l'album blanc, j'étais en CM2, j'avais chopé dans sa discographie. Et en fait, il y avait un petit livret qui permettait de lire les paroles. Et ça me passionnait. Je découvrais l'anglais en même temps. Oh, Il y wow. avait un truc c'était rock, mais pop aussi, quoi. Bien Beaucoup. Et ouais, je suis tombée, je crois, dans le rock, en tout cas avec des grands guillemets, par les Beatles quand même. Puis ensuite, j'ai tiré un peu le fil. Et puis après, je suis allée aux Stones, David Bowie, tout ça. Mais je me souviendrai toujours de l'album blanc des Beatles, ouais. Les Beatles, vous aussi, vous avez écouté un peu? moi, c'était différent. En vrai, c'était plus par un dérivé, parce que j'étais au collège, je pense, quand j'ai découvert Linkin Park, tu vois. Donc, vraiment... Puis c'était assez hybride. Je découvre ça grâce au manga et tout. Et mes autres souvenirs sont plus vieux, parce que j'avais ma grand-mère qui mettait du Bowie, mais je savais même pas ce que c'était. Donc finalement, ouais, je dirais Linkin Park, moi, le premier vrai rapport avec Evanescence aussi.
où ça m'a suscité l'amour de la bonne guitare, du bon riff plutôt. C'était déjà assez émo en fait du coup dans le style. Grave. Quand j'arrive au collège, moi c'est plutôt cette mouvance-là, donc même Nirvana et tout, moi je découvre longtemps après, genre. Martha, toi, les premiers artistes rock vraiment que t'as écoutés, c'était plutôt qui? Je dirais Oasis and My Chemical Romance. Ouais, ça c'était vraiment... ça, c'est aussi un des sons que j'ai choisi, la rock. Tout à fait, que nous écouterons à la fin de l'émission. Ouais, c'était vraiment... je sais pas, ça a ouvert une porte. C'était encore le temps où après l'école, j'allais devant mon ordinateur. Et avant l'école, je voyais des vidéos sur MTV, TMF. Et c'est passé. Et juste, ça m'a ouvert une porte. Surtout parce que j'avais personne autour de moi qui écoutait ça. Et je sais pas, c'était un confort. C'était vraiment... bio. Safe place. Ouais, c'était vraiment un safe place devant mon ordi, regarder les textes. Et quelle porte en plus, putain. Waouh, l'infini de... Waouh. Ouais. Putain. Et toi, Raphaël? Moi, je suis tombé sur un CD de The Offsprings quand j'avais 8 ans, avec un Walkman qu'avait laissé mon grand demi-frère. Et en fait, il était parti. Je me suis dit, je perds un Walkman juste pour moi. Et j'ai mis, alors c'était le CD où il y a Want You Bad dedans, tout ça et tout. Donc je sais jamais comment il s'appelle, mais c'est celui des années 2000 avec la tête de mort. Et c'est celui, il y a You're flammes. Gonna Go Far Kid, Pretty Fly, tout ça alors? Non, justement, c'est celui juste après, je crois. Et en fait, tout d'un coup, j'avais 8 ans et j'ai fait genre, waouh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Et j'ai écouté ce CD en boucle jusqu'à rayer le Walkman. Et après, ça m'a ouvert la porte de mon époque, qui était le pop-punk avec Sum 41, Linkin Park évidemment aussi, comme You, où vraiment j'étais fan. Et donc, mon entrée dans le rock, c'était vraiment ce rock de teenager du début des années 2000, où ça mettait toujours 2-3 ans avant d'arriver en France. Donc, ouais, et après, j'ai fouillé un peu plus, mais c'était vraiment le pop-punk. Moi, je me souviens, c'était vraiment en troisième, donc en 2008 ou 2009. C'était la période où il y avait Bébé Brune, où tout le monde avait la mèche, on portait les slips. Moi, je me rappelle, j'avais des t-shirts rock. Donc j'avais les Beatles, Rolling Stones et Santana. T'avais pas les Ramones? Parce qu'il y avait beaucoup le revival t-shirt Ramones. J'avais pas le t-shirt Ramones by H&M parce qu'il avait beaucoup exact. Je l'ai eu après. En plus je sortais avec le bassiste du collège, donc voilà. Wow. Et je lisais rock and folk et les compiles des Inrock que j'allais choper à la bibliothèque pour adultes. Tu dois évidemment connaître ces CD où on découvrait des pépites, mais c'était fou. Et du coup, non, je me disais, parce que en faisant mes petits calculs, en fait, toi, pendant toute cette ère, t'étais ado. Ouais. Donc tu devais potentiellement consommer les Inrock. Ah bah ouais, moi les Inrock, ça a vachement contribué à ma culture culturelle, mais aussi surtout musicale. Mais ça fait quoi du coup maintenant de venir prolonger ça? Ça doit être fou. Bah c'est très drôle, il y a un truc qui génial. est très émotionnel, j'ai envie de dire. Enfin moi c'est aussi pour ça, souvent on me dit, ça fait 12 ans que t'es aux Inrock, enfin, Mais c'est une histoire d'amour en fait quelque part, c'est un truc où c'est un endroit, en fait pour reprendre un peu l'expression safe place, c'est un endroit où je me suis sentie bien, à la fois en tant que lectrice quand j'étais ado, jeune adulte, et puis ensuite quand j'ai intégré la rédac, où je me suis reconnue, je me suis retrouvée, on écoutait la même musique, on avait un peu les mêmes codes, parfois on s'engueulait sur des trucs. Et ensuite, quand on m'a proposé la direction, prolonger cette histoire-là, qui a été si importante pour moi, pour d'autres gens, je me suis dit que c'était quand même c'était un super challenge en fait. Et bien sûr. Et les compiles des Inrock, je m'en souviens hyper bien. Moi, je les écoutais de ouf. Et tu vois, le Velvet Underground, moi, j'ai connu parce que j'avais acheté un hors-série des Inrock sur le New York de l'époque. Et sur la compile, il y avait un morceau du Velvet. Et donc, j'ai découvert, tu vois, un peu toute cette scène new-yorkaise, mais que je connaissais pas du tout. Et c'est vachement, en fait, par les Inrock. Et c'est marrant, un peu aussi par rock and folk, mais même si je me reconnaissais un peu moins dans rock and folk. Mais je me souviens très bien d'une compile de rock and folk. Il y avait un titre d'un jeune groupe qui s'appelait The Strokes. Et j'étais en 4e. Et vraiment, je le prends le mag à la bibliothèque de Saint-Brieuc, je viens de Bretagne, et j'adore ce titre, mais vraiment, je le passe en boucle. À un moment, mon père vient dans ma chambre et me dit, tu sais, le titre est sûrement rattaché à ce qui s'appelle un album. On peut peut-être aller voir s'il y a un album, parce qu'en fait, on n'en peut plus d'entendre ce morceau. Et on est allé acheter l'album, le premier album Is This It des Strokes, et c'était mon premier achat d'album. Et ensuite, je l'ai essoré, mais de ouf dans ma chambre. Wow. J'étais en 4e, j'étais complètement fan d'eux, amoureuse d'eux, fan d'eux, machin.
Et ça, c'est grâce, par exemple, tu vois, à 2 médias quoi, qui m'ont transmis. Alors maintenant, ça se passe plus forcément comme ça, mais à l'époque, en tout cas, ça se passait encore un peu comme ça. Mais on n'avait pas l'accès. Attends, vraiment, on parle comme des vieux. On n'avait pas l'accès comme ça à la musique, comme les jeunes. Moi, j'ai connu quand même l'arrivée d'Internet chez moi. Tu vois, souvent, quand je raconte ça aux plus jeunes qui arrivent aux Inrock, ils sont un peu, ils me regardent genre, mais attends, on comprend pas à quel âge en fait, c'est pas si vieille quoi, c'est trop chelou. Mais c'est vrai que moi, je me souviens très bien quoi, le bruit de la DSL, l'arrivée d'Internet. On avait même des stages pour apprendre qu'est-ce que c'est Internet. Et puis ensuite, la folie Emule et tout. Mais c'était la folie. Enfin, je veux dire, on téléchargeait des trucs, on était là, ouah, c'est ouf et tout. On se faisait des banques de machins. Et il y avait YouTube, tout MP3 aussi pour choper les tracks un peu rares. Ouais. C'était fou. Enfin, je veux dire, les débuts d'Internet, c'était vraiment... Mais moi, j'ai des sons encore maintenant, je les trouve que sur Dailymotion. C'est des vieux trucs qui ont été postés sur Dailymotion il y a X années. Et je sais où les trouver. Mais après, il y a plein de trucs pareils, on les perd. Et on les oublie. C'est horrible. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que je me replonge dans ces fameuses compilations. Ouais. Et il y a un autre truc aux Inrock qui est récurrent tous les étés, c'est le numéro sexe. Ouais. Qui est rock aussi, quelque part. C'est ça. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est pas un peu rock, finalement, tous les étés, d'aller placarder au milieu des points relais qui nous servent des valeurs actuelles et des, je sais pas quoi, enfin des horreurs, d'avoir un numéro sexe au milieu, qui est très acheté en plus, je crois. Ouais, c'est notre plus grosse vente, ouais. Moi, en tout cas, quand j'ai récupéré la rédaction en chef du numéro sexe, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai conçu. Ce qui m'intéressait, c'était pas du tout le cul pour le cul ou traiter du porno comme ça, mais c'était vraiment, en fait, de comprendre en quoi l'intime est politique et en quoi il fallait parler justement de cul pour que la société aille mieux et qu'il fallait pas en fait le cacher, le masquer, qu'il fallait pas en faire quelque chose de chelou, du moins dont on parle pas. Et donc moi ça m'a passionné de faire ce numéro et je pense qu'en tout cas il est rock dans le sens où effectivement il va un peu à contre-courant, parfois il s'intéresse à des zones d'ombre, à des choses qu'on connaît pas, des fantasmes qui peuvent déranger, il questionne la norme et donc en questionnant la norme quelque part, en tout cas c'était un peu la base du rock. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres artistiques majeures pour vous qui ne sont pas musicales mais qui sont du rock? Typiquement, j'ai souvent lu ça à propos du livre qui a été adapté en film Baise-moi de Despentes comme étant une version très rock de Thelma et Louise. Donc en fait, il y a 2 meufs qui en ont marre de leur condition de meuf et qui se barrent et qui commencent à plus ou moins buter tout le monde. Plus que moi. Ouais, carrément buter tout le monde. C'est plus que moi, ouais. Est-ce qu'il y a des œuvres comme ça qui vous ont marqué et qui pour vous justement sont rock? Moi, je dirais I May Destroy You de Michaela Coel. Ah ouais, grave. Il n'y a pas plus rock que ça, en fait. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs qui n'auraient pas vu? Du coup, c'est une série qui parle de sexual abuse, mais de son regard, et de son regard tellement honnête et authentique, dans le sens, elle parle de son histoire, mais elle montre en même temps tous ses points faibles à elle, tous ses points forts, et comment, en fait, le sujet est tellement... Il y a tellement de couches, et que c'est... There are gray zones, je sais pas comment on dit en français. Oui, c'est une zone grise. Enfin, c'est subtil, c'est confus. Ouais, quoi. et elle, en fait, elle explore toutes ces zones grises, en fait. Et tellement bien fait. Et ouais, une fin très rock. Une fin très magnifique. Ouais. Il y a une forme de rébellion, de toute façon, justement, dans le rock, qu'on retrouve dans ouais, toutes ces elle reprend son histoire, en fait. Elle dit... Ouais, elle reprend son histoire. Yovizi, toi, tu parlais notamment des dessins animés, etc. Ouais. Les œuvres artistiques qui t'ont le plus inspiré pour produire la musique que tu produis, qui est pour le coup très rock, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta matière première, en fait? Waouh. Damn. Bah là, tu vois, en écoutant sa réponse, je me disais, putain, Jim Carrey, il était ultra rock, quoi. J'aime trop. On va chambouler tous les codes, quoi, d'arriver. J'aime bien ce délire un peu de révolutionner une industrie. Je trouve que c'est ce qui a souvent beaucoup été fait dans le rock et tous ses dérivés. Moi, mes inspi, très manga, très shonen en vrai. C'est assez enfantin, mais j'ai toujours aussi kiffé ce truc du héros qui se construit, qui n'est pas forcément gâté par la vie, mais qu'on arrive à retourner le monde et tout. Ouais, c'est souvent cette démarche, quoi. Je dirais ça. Raphaël, toi, au niveau des œuvres, justement, que tu trouves particulièrement, que ce soit des films ou des livres
assez rock et inspirante, en tout cas pour un... À part ton livre, peut-être. Le mec qui va s'autociter. Ah, le mec s'autocite, ce serait fou. Je trouve que la démarche de Constance Debré, ça m'a paru assez rock. Quand moi j'ai pris une vraie claque en découvrant cette autrice qui a une manière d'écrire qui m'a beaucoup inspiré, qui a une manière de disrupter socialement tout ce qu'elle a vécu, même son histoire est rock. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était une avocate assez renommée avec un train de vie tout tracé qui décide de tout breaker d'un coup alors ça passe par la découverte de son homosexualité, mais il y a plein de choses ensuite qui découlent de ça. Et ce qu'elle a écrit autour de ça, autour de sa relation à son fils, autour de sa transformation physique, autour de sa transformation mentale, autour de son rejet total de sa famille, de la société et sa démarche. Voilà, quand tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé à son livre, notamment le deuxième, Love Me Tender, qui m'a beaucoup marqué. Et son écriture, du coup, est très rock. Et c'est une manière de faire de la littérature très directe, très impactante et qui, moi, me parle beaucoup. On a beaucoup parlé juste avant d'œuvres qui ont pu inspirer, etc., qui sont rock, qui ne sont pas rock. Mais est-ce que quelqu'un autour de cette table, et là, si vous ne vous lancez pas, de toute façon, je vais vous désigner comme à l'école, peut me tenter une définition, en tout cas, de ce qui est rock? Qu'est-ce qui est rock? Moi, je pense qu'il y a deux définitions différentes. Il y a le rock au sens musical qui, à la base, était une formation guitare, basse, batterie. C'était ça en fait le rock. Et puis ensuite il y a le rock qui soudain a dépassé un peu la musique et qui est devenu aussi ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire une forme d'attitude, une forme de façon de penser aussi par rapport au monde. Quand tout à l'heure tu as cité I May Destroy You, la série qui est rock, moi je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que soudain cette série là qui parle d'un viol, la façon dont elle en parle, la façon dont la série est filmée, la façon même dont elle joue, Michaela Cohen, est hyper rock. C'est une façon de bousculer aussi les normes, les codes, d'être parfois à contre-courant, de porter le regard ailleurs. Et rock aussi, par exemple, le combat pour les droits des minorités politiques, en fait. Et donc le rock dépasse finalement sa première définition qui était purement musicale, d'une formation, guitare, basse, batterie. En tout cas, il fallait au moins qu'il y ait une guitare. Basse, batterie, à la limite, s'il n'y avait pas assez d'argent, bon, mais au moins une guitare. Et puis ensuite, je sais pas, c'est devenu un peu autre chose. Parfois, il y a des morceaux de rap qui sont rock, en fait. Enfin, c'est aussi une énergie, c'est aussi... Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a deux types de définitions, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je dirais, révolutionnaire, quoi. Parce que même, c'est un genre qui s'est toujours dépassé lui-même et a toujours évolué vers d'autres choses, quoi. Franchement, on part de... Enfin, je veux dire, je peux dire, on part d'Elvis quand même. Et, enfin, tu vois, genre, comment ça... Toujours aller plus loin, toujours casser les codes, toujours réunir beaucoup de gens. Ouais. Et qu'est-ce qui du coup est rock en 2024? Est-ce que, comme tu le disais, presque protester, aller en manif, est-ce que c'est rock? Ah bah ça dépend quelle manif. Ouais. Mais la manif pour tous. Moi, je crois beaucoup. Ouais, je pense que les combats qui sont soulevés et menés aujourd'hui, en tout cas concernant, enfin là, je parlais des minorités politiques, mais bon, tout à l'heure, on a mentionné, je sais pas, l'idée du bien-être, de la santé mentale. Ce sont aussi des questionnements, je trouve, qui sont rock, puisque ils font bouger les choses. En fait, ils secouent un peu le cocotier, comme on dit. Enfin, il y a un truc de normes figées contre laquelle le rock va se battre, ou en tout cas que le rock va essayer d'agiter. Une pensée rock, pour moi, c'est celle-là. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de Baise-moi, Virginie Despentes. Pour moi, elle a une pensée rock dans tous ses livres. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de penser, c'est aussi une façon d'aller contre le mouvement normatif et général, et voilà, et de proposer autre chose. Enfin, C'est si bien dit. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, en vrai. C'est vraiment le combat. Pour ma part, étant aussi venant d'un contexte plus banlieusard, disons, on va dire, et tout, c'est vraiment aussi cette démarche de montrer aussi aux petits de ma communauté qu'on n'est pas obligé de suivre un seul chemin de la cité, des drogues, ce concept-là. J'ai l'impression vraiment que de décomplexer certains petits Renois qui se disent « Ah putain, je peux être autre chose ».
C'est d'ouvrir un peu les esprits, parce que moi, certains artistes l'ont fait pour moi, avant moi. Sur ça, je ne l'ai pas cité, mais typiquement Lil Wayne qui fait son projet rock, genre je ne sais plus en quelle année, 2012, 2009, je ne sais plus, bref. Moi, ça m'a vraiment mindfuck, parce que je me suis dit, putain, il y a d'autres voix que ce qu'on me montrait en France. Sinon, c'était les têtes de la musique urbaine qu'on connaît tous, quoi. Ouais, je crois que agiter le truc, par exemple, je sais pas, la cérémonie d'ouverture des JOC, elle est quasiment rock en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour fond. ça qu'elle a autant plu et qu'elle a autant rassemblé, parce que soudain on s'est dit, mais en fait la France, c'est pas que la baguette et la vieille pierre quoi. En fait, c'est c'est pas que, moderne. Le rock, c'est moderne aussi. On peut saluer l'apparition de Gojira qui était légendaire. Genre, je trouve. Le rock, c'est la modernité, une forme de modernité. Et être moderne, c'est pas être que passéiste, que nostalgique. Ouais, de venir secouer des choses Ouais. en fait. Parce que là, il y a quand même un truc qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a eu, il y a eu un mouvement très électro au début des années 2010. Enfin, il y avait eu les années 2000 avec la French Touch et tout, mais vraiment, toutes les musiques électroniques sont devenues the thing en début des années 2010. Puis après, on a le rap qui a complètement, qui est devenu complètement le style majoritaire. Et là, à nouveau, il semble qu'il y a quand même un retour du rock. Alors, c'est pas encore complet, mais il y a pas. Non, Ça mais fait longtemps attends. qu'on l'attend celui-là. Hein. Non, mais il y a beaucoup de rappeurs qui sont... sont en train de rajouter maintenant du rock dans Ouais. leur musique et tout. T'as de plus en C'est plus de très rappeurs qui édulcoré, mettent des. j'avoue, mais... Est-ce que justement, pourquoi le rock a quitté le devant de la scène et est-ce qu'on peut espérer un retour complet, une hégémonie quoi? Moi, Parce je que le pense rock que garage, ça pourrait revenir par exemple avec les années 2000. Je pense que ça a beaucoup quitté la scène déjà, parce que comme tu as dit, le rap a pris beaucoup de place. Et en France, on est beaucoup de consommateurs de rap. On va dire le rock, en vrai, on va pas se mentir, on me disait que c'était une musique de blanc, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu passé derrière. C'est vrai que quand je regarde aux États-Unis, ça c'est revenu il y a, presque même 5 ans, tu vois. Genre, et on sentait venir le truc avec tous les XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD. C'est ça. Tu vois, moi, je sentais venir le bail. Ensuite, c'est le retour de Travis Barker, il y a Machine Gun Kelly, il y a plein de gens qui sont revenus repeupler cette scène. Très pop-punk aussi, mais même dans le métal, tu vois. Enfin, Bring Me The Horizon, tellement de choses. Et c'est vrai qu'en France, je m'attendais à ce que ça revienne plus tôt, mais je l'attends encore un peu, tu vois. On est historiquement pas un pays de rock en même temps. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, putain... Mais avec toute cette mode des années 2000 qui nous fait revenir justement les crop tops, les tatouages tribaux, plein de tendances, est-ce qu'il pourrait pas y avoir aussi justement un retour du rock garage? Ça a commencé avec Indie. Artemas aussi un petit peu, le gros truc TikTok là. I like the way, ok, ça c'est un peu. Ouais. Ah oui, peu c'est Très post-punk, quoi. Ouais. Moi, je trouve quand même que le rock revient après. Moi, je suis d'accord avec vous. Pas Mondialement, tellement ouais. en France, mondialement. Mondialement, oui. Parce que même The Last Dinner Party, par exemple, qui est un jeune groupe de meufs anglaises, Très cool, qui ça. font, moi j'adore, du rock très flamboyant, très baroque, etc. Il y a Chapel Roan, bon, c'est plus pop, mais il y a quand même une base rock derrière son projet. On sent quand même Billie Eilish, on sent qu'il y a quand même une grosse base rock. Après, c'est du rock qu'elle réinvente, qu'elle refait à la sauce d'aujourd'hui, quoi. Mais je trouve que tout ça est quand même très influencé. Et puis après, le rock, il a aussi disparu pour cette histoire, je pense, de musique blanche, sûrement trop blanche, etc. Et puis aussi parce qu'il y avait Internet, il y avait les ordinateurs. À un moment, ça a été plus simple aussi pour un gamin de faire de la musique avec son ordi dans sa chambre, donc de faire un projet électro ou un projet solo, en tout cas, ou du rap, que de soudain se dire je vais aller m'acheter une guitare, une basse. Bien sûr, C'était plus Complètement. du tout. En fait, c'était plus ça qui était facile pour un gamin. Donc quand c'est pas facile pour un gamin, en fait la musique elle fait autre chose. Ouais, non, c'est vrai. Après, il y a de plus en plus de personnes aussi qui mélangent en fait les styles dans leur musique et tout. Et peut-être qu'il y a moins d'étanchéité qu'avant, où il faut être un rocker, ou un rappeur, ou quelqu'un qui fait de la pop. Et donc, forcément, c'est pas bien. Enfin, il y avait tout ce truc. Peut-être qu'on s'en de a Chapelle, on s'en est un petit peu affranchi, peut-être aussi. C'est vrai que c'est impossible de faire juste un genre. On a tellement d'influences maintenant. On consomme tellement de genres différents que du moment où tu dis je vais faire du rock, en fait, c'est déjà mélangé avec beaucoup Bien plus sûr. qu'avant, en fait. Du coup, ça peut revenir, mais ça va jamais être comme avant. Et c'est ça qui est bien, je trouve. Ouais. Mais même en mélangeant les pratiques artistiques comme tu le fais, est-ce qu'on arrive à être audible là-dessus toujours? Ou les gens vont toujours te ramener à une case qui est celle du ciné ou celle de la musique, enfin, tu vois? Bah ouais. ça, je crois que ça va être
eternal fight en fait. Bah ouais. Surtout ce truc, en tant que femme noire, tu fais de la musique urbaine. Je sais que même si je prenais une guitare, on allait me qualifier dans la musique urbaine. Et du coup, c'est compliqué parce que toutes les nuances que je mets dans ma musique sont rarement vues ou pas assez. Ouais. C'est juste... Je suis tellement d'accord avec ça. C'est du néo. Peu importe ce que je fais, vraiment, ça commence avec néo. Il y a du soul qui rentre. Je suis là, non, pas tout. Non, en fait. Mais ouais. Et Yousdi, ça t'arrive par exemple d'être représenté en France comme rappeur parce que tu es noir? Moi, même malgré que j'ai sorti mon projet rock, ils m'ont continué de présenter comme le rappeur Yousdi, même sur des émissions télé ou des machins, alors qu'on m'attraque. Ouais, non, au pire, tu me définis comme un artiste. Tu me mets pas dans une case rappeur, alors que je viens de te faire un projet full gros riff, batterie, guitare-voix, tu sais, genre. C'était ça avec Tyler, the Creator, qui a gagné. Il a fait un album où il fait que chanter. Il a gagné Best Rap Album. Tu dis, mais. Tu vois, ça fait aucun sens. Même là-dedans, c'est cynique aussi, parce que pour le rap, ils veulent de la chanson. En fait, s'ils peuvent remplacer, ils le font vite. Tu vois. Mais oui, c'est ouais. Et puis du coup, moi, les médias rap, pour eux, je faisais du rock. Donc ils voulaient plus de moi. Mais du coup, je me retrouvais dans un entre-deux. Le cul entre deux chaises, comme ça, en mode, ok, je suis quoi, comment je me présente et comment finalement les gens peuvent comprendre qu'on n'est pas obligé de mettre quelqu'un dans une case, surtout des gens de nos générations qui ont tellement d'inspirations multiples et variées. Enfin, je veux dire, nos cerveaux sont remplis de tellement de choses différentes, quoi. Demain, je peux te faire un morceau mexicain, quoi. Et ça veut pas dire que ça y est, ma DA a complètement changé. Enfin, je sais pas. J'ai hâte du morceau mexicain, en tout cas. Je te ferai écouter, si tu veux. Franchement, Benny Benassi, déjà. ça peut. Mais t'arrives à corriger dans ces cas-là ou t'essaies même plus, tu te dis... En vrai, là, pour l'instant, j'essaie même plus. Et justement, je montre que je peux tout faire et que je suis un humain, quoi. J'ai des délires, comme je vais pas manger tous les jours le même plat. Bien sûr. Voilà, quoi. Il est 20h sur Move. Bienvenue dans Tunnel si vous nous rejoignez juste maintenant. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Excusez-moi. Sur les plateformes de streaming, sur le site Radio France évidemment, et vous pouvez également nous regarder sur YouTube. Faites passer le mot. Je suis entourée ce soir pour parler du rock et de toute la culture rock par Martha Darro, Carole Boinet, Yousdi et Raphaël Zawi. Et Raphaël, je me tourne vers toi, on vient d'écouter un de tes titres, un des titres de ton dernier album Pulsation, sorti en 2023. Ce titre s'appelle Le Dernier sur la piste et c'est aussi le titre du livre que tu viens de sortir, où tu racontes pas mal de choses, notamment sur la vie d'artiste et l'intensité. Et du coup, c'est par toi que je vais commencer pour cette question assez large. Est-ce qu'une vraie rockstar doit forcément avoir une vie rock'n'roll et faut-il s'abîmer pour créer ? Moi, j'ai ma vision là-dessus, mais ça n'engage que moi. Donc moi, je considère que oui, parce que pour moi, l'attitude rock, c'est un certain nihilisme, c'est un rapport à la drogue, un rapport à l'abandon, un rapport à une forme de destruction de soi. Après, je conçois que c'est ma vision à moi, c'est ce qui, moi, me touche chez les artistes, c'est ce qui, moi, m'a toujours habité intérieurement, ce que j'ai toujours essayé de comprendre, ce sur quoi j'ai toujours tourné, le pourquoi, qu'est-ce qui me fascinait, qu'est-ce que je trouvais poétique là-dedans. Donc, ma vision à moi du rock, c'est ça. Après, je conçois que c'est pas celle de tout le monde, mais c'est vrai que j'ai du mal à... Et c'est super naze, dit comme ça. Mais pour moi, effectivement, mes vrais rockstars sont des gens qui s'abîment, qui se font du mal, et qui vont chercher une poésie que d'autres n'ont pas, que des pop stars n'ont pas, que d'autres gens n'ont pas, parce que l'esprit rock ou quelque chose qui résonne, il y a un truc de souffrance, un truc d'abandon, un truc de nihilisme qui transpire ce que d'autres styles musicaux n'ont pas forcément. Tu sais que je fais face à ce problème en ce moment parce que j'ai arrêté la fête, disons, depuis 1 an. Et j'arrive plus à écrire comme j'écrivais parce que c'est bien de parler du bonheur et de la simplicité, mais c'est un peu moins intéressant. Mais dans le même temps, quand tu fais la balance... De toute façon, on peut pas être une rockstar toute sa vie, sinon on crève très tôt, quoi. C'est ça, le club des 27. Voilà, moi je sais que j'ai pas l'endurance pour... Je sens que c'est un peu le déclin, tu vois. Mais c'est sûr que j'aurais pas pu écrire, vivre ce que j'ai vécu sans mon apprentissage de certaines drogues, sans mon apprentissage de l'alcool, des soirées qui se délitent complètement et
Et voilà, et après, il y a un moment donné, il faut quand même se faire du bien et comprendre qu'il faut mettre de la distance et peut-être se dire, bon, bah voilà, je vais pas quand même finir par crever. Mais en tout cas, pour moi, le rock m'évoque, en première instance, m'évoque ça, m'évoque le Club des 27, m'évoque des gens qui avaient cette forme de destinée où tu te dis, mais pourquoi pourquoi. Et c'est ça qui est beau. C'était impossible que ça se passe autrement, c'était impossible que ces gens se détruisent pas, et c'est ça qui fait que c'est aussi touchant d'écouter les Doors, d'écouter Nirvana, d'écouter même Amy Winehouse, c'est qu'en fait, c'est inéluctable. Les étoiles filantes. Voilà. Et ça, c'est ce qui le rend très beau, quoi. Et c'est quelque chose qui t'a guidé dans ta quête artistique, cette histoire de Club des 27, justement, enfin, t'y pensais ? Non, j'y pensais Sans pas. vouloir en parce faire que, partie, mais... C'est parce que... Enfin, c'était d'autres trucs un peu plus extrêmes. Ce qui m'a guidé, en tout cas, c'était l'observation de ce qui se passe dans une nuit, dans la quête des pulsions, la quête des trucs qui sont toujours vachement... Les traits qui sont grossis par l'alcool, les drames que ça crée, les ambiances de couple que ça peut créer, d'amitié, de débordement, tout ça est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, surtout que je trouve qu'on est dans une époque qui est assez contradictoire là-dessus, et je trouve que même si c'est moins dit, il y a quand même une fuite de la jeunesse vis-à-vis du monde actuel, de son côté très angoissant, et qu'en fait, quand tu te balades la nuit à Paris, tu vois tous ces jeunes gens qui fuient tout ça, et c'est super intéressant à observer, parce qu'en fait, ils sont pleins d'amour, parce que remplis de MDMA, tu vois, ils sont pleins d'un truc qui est très très beau, et c'est très contradictoire avec l'actualité, avec la dureté du monde dans lequel on vit. Donc en fait, cette espèce de paradoxe-là, qui est ultra présent, en tout cas moi je trouve dans les nuits parisiennes, il est source d'une inspiration un peu infinie, quoi. En fait, c'est vraiment vivre la nuit pour s'extraire du jour et de ses... Mais il y a une fuite complète. Il y a une fuite complète de ces injonctions qu'on a au quotidien, de cette peur panique pour le climat, de cette incompréhension du monde politique dans lequel on vit, de toutes ces choses, du monde qu'on nous lègue, et de toutes ces choses anxiogènes qui appartiennent à notre génération et qu'on connaît. Évidemment qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait un dépresseur social, qui soit l'alcool, qui soit autre chose, qui agisse. Et c'est en fait, c'est presque logique, tu vois, que ça existe. Mais du coup, ça permet des espaces aussi très beaux de liberté. C'est vrai que moi, je me sens rarement mieux que dans une soirée un peu queer, avec plein de gens qui sont eux-mêmes à fond. Et ça, c'est rock aussi. Je reviens à ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est l'expression de tout le monde et de cette liberté d'aimer, de se sentir dans une safe place, de se dire on oublie tout et on est juste dans l'amour, en fait. Il y a un truc un peu total qui est vachement aidé quand tu prends une petite piste d'ecstasy, mais qui existe quand même après, tu vois, qui existe dans qui tu es après, dans ton rapport aux autres, et qui peut-être, et c'est un peu peut-être idyllique ce que je raconte là, mais c'est peut-être par là aussi viendra certaines manières de se sauver, certaines manières d'être autrement avec les autres, de faire de la politique autrement. Moi, j'ai vachement confiance en notre génération pour changer le monde et pour le rendre un peu moins dur et un peu moins bête. Mais ça passe par le fait, du coup, d'aller puiser des forces dans un repos de l'esprit que propose la nuit. Enfin, par rapport aux choses du monde, je parle. En tout cas, ça passe dans une forme d'abandon de soi et une forme d'acceptation de l'autre qui est possible, très forte dans des soirées, dans des moments de transgression et dans des moments de découverte, en fait. Voilà, fin de mon long tunnel. Je vais mettre un jingle quand les gens font un tunnel réussi. Non, mais c'est vrai que tu vois, le fait d'arrêter de boire, j'ai beaucoup pensé cet été. Il y a un truc qui me manque, c'est ce truc où en fait, il y a un moment où tu lâches prise. Parce que moi, du coup, ça fait 1 an que je n'ai pas lâché prise du tout, parce que j'ai toujours le cerveau qui réfléchit. Et tu peux aller en soirée et rigoler, mais tu discutes avec les gens, tu rigoles avec les gens, tu danses, machin, t'es toujours très conscient de ce que tu fais. Alors que quand tu décides de boire pendant une soirée, tu donnes les clés à l'alcool et il te drive pendant un moment, et c'est assez fou. Youvdi, je t'ai beaucoup vu hocher la tête en sirotant ton jus de fruits. Est-ce que dans le starter pack du rocker, pour toi, il y a forcément une vie trash ? Je dirais même pas que du rocker, mais ouais, c'est vrai. Après, comme a dit Raph, c'est aussi beaucoup mon point de vue. J'ai aussi beaucoup été inspiré par ces gens-là. Beaucoup vu aussi les exemples où ça pouvait être très destructeur. Moi, c'est vrai que j'ai toujours, de base, quand j'ai commencé à écrire très jeune,
mis un peu mon inspiration sous les prétextes type codéine, chiche, etc. quand j'étais petit. Et puis ça a évolué. Quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai trouvé une autre. Je suis très à propos dans les addictions et tout. Donc c'est vrai que je me sentais mieux écrire. J'ai l'impression des fois que c'est même s'infliger une auto-torture. Tu te dis, ouais, je peux pas être heureux. Genre. Enfin, je me suis rendu compte là récemment, vu que j'ai mis en pause ma tournée, que j'ai pu un peu réfléchir à ma vie. C'est comme si je m'étais un peu empêché d'être heureux des fois, quand j'avais aucun problème finalement. Pour mieux créer. Ouais, ne pas pousser dans des relations ou tout gâcher, ou vraiment avoir un rythme assez effrayant pour son corps et tout. Donc, après, on apprend, heureusement qu'on a des exemples. Moi là, j'ai 28 ans déjà, donc je sais que j'ai passé le... C'est bon, le club des 27. J'ai passé le club, voilà. C'est ça le jour de mes 28 ans. Mais ouais, c'est vrai que ça fait partie un peu du délire. Malgré qu'il y ait de grosses rockstars qui sont pas de gros accros. C'est assez paradoxal, parce que finalement, genre, j'ai été autant fasciné par un Kurt mais que par un Dave Grohl qui est encore là. Et finalement, je vise plus son chemin à lui. Tu vois, que le côté où tu te détruis complètement, quoi. Parce que je suis en chemin pour faire ça, quoi. Ouais, t'es en quête d'équilibre, en fait, sur toute cette question. Ouais, l'équilibre, la balance, c'est difficile, hein. Ah bah oui. C'est très difficile, hein. Surtout comme on a dit, on vit à Paris, quoi. C'est ça. Et Non, ça c'est partage bon. Des Kinder Bueno. C'est Kinder Bueno. Le J'avais rock peur que a ça fasse changé, la hein. Wow, le rock maintenant, c'est jus de On pomme a- Kinder Bueno. on a les deux, C'est vrai que c'est le rockers soir. du plateau qui boivent des jus de fruits en C'est trop mignon. mangeant des Kinder Bueno, voilà. Non, on parlait justement de la vie très rock'n'roll que peuvent mener les rockers. Et ma question était la suivante. Est-ce qu'on va au rock / à la musique pour combattre ces démons, ou est-ce qu'on va venir s'en créer de nouveau? Et t'as un peu répondu à cette question, Raphaël, pour mieux faire du rock, pour mieux faire de la musique, pour mieux faire de l'art. C'est les deux, hein. C'est une Ouais, boucle. c'est carrément les deux. C'est vraiment l'œuf et la poule, quoi. Carole, t'as l'impression, dans les artistes que tu peux interviewer, que tu peux connaître, etc., qu'il y a des gens parfaitement équilibrés, qui sont de bons artistes, où il faut toujours une faille. Après, alors, on peut lancer un débat philosophique plus long qui est est-ce que ça existe les personnes équilibrées, mais bref. J'allais dire, est-ce que ça existe, Ouais. ces personnes qui vont... Non, je pense que de toute façon, à mon avis, je vais pas encore une fois parler à la place des artistes, mais je pense que le moteur de la création vient, en tout cas très souvent, quand même d'une faille. Ou alors d'un questionnement autour de cette faille, autour d'un manque. Après, tous les êtres humains sont manquants, hein. On est manquant, la perfection n'existe pas. Enfin, on va pas refaire les cours de philo, quoi. Donc, de toute façon, le but n'est que de combler cette espèce d'abîme qu'on a en nous toutes et tous. Et je pense que les artistes, eux, en fait, transforment cet abîme là en musique, mais aussi en film, en série, etc. Après, pour revenir à cette question de drogue, etc., je pense qu'il y a un truc qui est ça dépend des gens, c'est-à-dire que c'est à la fois un pansement. La drogue, et puis je mets l'alcool dedans, hein, dans le terme drogue, c'est un pansement, c'est aussi une façon de s'éveiller pour certaines drogues et de s'échapper et de parfois avoir de nouvelles idées, créer, voir les choses différemment, etc. Donc voilà, et puis il y a aussi toute cette... moi je me suis méfiée en grandissant en tout cas de l'espèce de romantisation des drogues, comme de la romantisation de la violence, hein, du rock, parce que je trouve qu'il y a une sorte de il faut pas être artiste rock, il faut s'ouvrir les veines et se piquer et machin. Et je trouve qu'en tout cas le récit qu'on en a fait a eu une certaine tendance parfois à la romantisation et je fais un peu attention à ça. Après, oui, est-ce qu'on peut créer en cherchant en même temps à être heureux et en cherchant le bien-être et l'équilibre? Vaste question. Je ne suis pas certaine, mais c'est une question que je trouve passionnante. Et j'aimerais bien entendre, d'ailleurs là je vous entends, mais entendre la jeune génération d'artistes sur cette question, parce qu'on parle beaucoup de génération saine, etc. Et du coup, quand on arrête de boire, quand on arrête même de prendre des drogues, quel est l'impact sur la création? Est-ce qu'on crée différemment? Est-ce que ça sonne différemment? Est-ce que c'est moins abrupt? Je ne sais pas. Mais de toute façon, le rock s'est construit, c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette grande notion d'underground,
qui est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais qui à la base avait un vrai sens, qui était d'être le souterrain. Il y avait une vie qui se passait en surface, qui était une vie souvent diurne, etc. Donc de travail, de boulot, de normes, de ne pas dévier de la norme et de ne pas prendre d'alcool ou de drogue. Et puis il y avait la vie souterraine, souvent nocturne, où il se passait d'autres choses, qui étaient quasiment un autre monde. Et le rock était à la fois une expression de ça et un témoin de ça. Aussi. Et je pense que quelque part, on a besoin aussi de cette soupape. Tout à l'heure, on a parlé de soupape. Moi, je crois beaucoup quand même à la cocotte minute. Je ne crois pas à une société qui est verrouillée. C'est hyper bien de parler de santé mentale, de bien-être, de notre rapport à l'alcool, de notre rapport aux addictions. Je pense que c'est primordial et je trouve que toutes les conversations qui émergent autour de ça sont hyper intéressantes. Après... Je pense que tout le monde a besoin d'un lâcher-prise, mais après, il est propre à chacun. Ça peut être le sport, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on a besoin d'une soupape. Sinon, c'est une cocotte minute. Enfin, je veux dire, si vous tournez pas bien le petit bitonio, là, la cocotte minute, elle explose. C'est la même chose, une société. Société verrouillée, c'est catastrophique. Ça va droit dans le mur. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais... pris autant de plaisir, que je prends toujours autant de plaisir à faire le numéro sexe des Un Rock, parce que je le voyais aussi comme un endroit d'exutoire où on pouvait aussi un petit peu débrancher, un petit peu se lâcher et parler de choses ensemble. Et je pense que c'est essentiel, quoi. Ouais, ça rejoint complètement ce que disait Raphaël sur en fait, cette vie nocturne qui sert à s'extraire des horreurs du monde, finalement. C'est un peu générationnel aussi, je dirais, parce que quand tu prends un cas comme Youngblood, c'est un mec qui a toujours prôné le non-drogue, non ceci, non cela. Et finalement, je vois de plus en plus de jeunes gênés, là, tu vois, ils fument même pas. Enfin, vraiment en tournant, j'ai l'impression. Moi, je me permets quand même de dire que l'explosion des drogues, c'est quand même. On fantasme beaucoup les années 70, on prend beaucoup plus de drogue aujourd'hui. Ah ouais. Donc, bien sûr. C'est la libérisation de tout ça. Et donc, en fait. On les fout droit. On voit, je pense, c'est très exposé. C'est la guerre, tu provoques la génération d'en face, t'es malade. Mais en vrai, c'est une question de récit. C'est vrai qu'on est dans une génération qui est peut-être plus saine parce qu'elle se regarde plus, elle s'analyse plus, tout ça et tout. Mais en termes de consommation, les chiffres, ils sont extraordinairement plus importants. Parce que ça fait partie de la mondialisation, que c'est vachement plus simple. En fait, aujourd'hui, t'as un coup de téléphone, tout ça. Donc, en fait, il y a quand même une réalité, peut-être, dont on parle pas beaucoup. Mais la vérité, c'est que les jeunes, en milieu urbain, en tout cas, dans toutes les grandes villes et tout, sont globalement des drogués, quoi. Et qu'aujourd'hui... on a plus de drogue aussi. Voilà, et qu'en fait, avant, nos parents, ils avaient pas beaucoup de rapport avec la cocaïne, avec la MDMA ou la kétamine. Et aujourd'hui... alors, voilà, j'invoque des articles que j'ai lus ou une sensation de tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment un jeune sur deux qui a eu un rapport à la drogue dans sa vie. Donc c'est un truc dont on parle peu, mais qui existe quand même vachement parce que tout simplement l'accès est plus simple et parce qu'en fait peut-être que le besoin de fuite est plus important aussi. Voilà. Je regarde. Non, ouais, grave. Je regarde autour de moi s'il y a d'autres statisticiens. C'est un peu bullshit statistique là. Grave. Mais ça correspond quand même à une petite réalité, je crois. Faut vérifier. Quoi. Non, mais je pense Moi, que j'ai la même impression. J'ai pas les chiffres, mais effectivement, il y a quand même une impression depuis le confinement, en tout cas. Je pense qu'il a beaucoup joué quand même aussi le confinement. Et puis le fait que ça soit de plus en plus simple. Il y a eu des articles dans Le Monde sur l'ubérisation de la drogue. Ça devient hyper accessible. Et est-ce que les plus grandes rockstars de tous les temps, justement, pour vous, c'était ce fameux club des 27 qui s'est beaucoup abîmé, etc. Ou il y a d'autres rockstars auxquels vous pensez ? Pas forcément. Non, mais moi, je pense qu'en fait, pour revenir sur cette question, moi, je pense pas qu'il faille se droguer pour faire de la bonne musique. Attention, je dis pas ça. Il y a plein de manières de faire de la bonne musique. Je dis juste qu'effectivement, dans l'esprit du rock, pour moi, c'est ça que ça convoque un petit peu. Mais il y a plein d'artistes qui sont extrêmement touchants, extrêmement forts, extrêmement bons, extrêmement universels dans ce qu'ils racontent, qui n'ont pas de problème d'addiction, tu vois. Non. C'est juste que dans ce que transporte le rock, il y a quand même beaucoup d'icônes, beaucoup de gens qui ont fait ce qui est cette musique, qui transportent aussi cette historique avec eux. Et c'est vrai que c'est compliqué de citer une grande rockstar qui n'a pas eu des déboires avec la drogue. Enfin, peut-être que vous êtes capable de le faire. Non, franchement, mais moi, cherche en même temps. J'aurais du mal à le faire. Ouais, ça me vient pas là, tu vois, d'exemple. Pas vraiment. C'est compliqué, quoi. Mais justement, cette question
de grandes rockstars. Est-ce que de nos jours, vous trouvez qu'on a encore de vrais gros showmen rock où l'âge d'or est quand même fini? Måneskin, moi je les classe quand même comme un truc ultra huge pour nos gênés. À un moment, je disais que c'était les seuls rockstars en vrai actuels. C'est vrai que c'est vraiment incroyable en live. Mais je mettrais aussi Youngblood dans le lot parce que je trouve qu'il y a vraiment aussi une putain d'énergie. Il y a moi aussi, forcément. Je l'attendais. Non, mais ouais, je pense que ça va toujours se renouveler finalement. Après, est-ce que l'impact sur le monde sera tout aussi important je sais pas. C'est vrai que. Je crois qu'avec les réseaux sociaux, c'est déjà beaucoup plus difficile d'avoir vraiment la Exact. rockstar parce qu'avant, c'était genre une figure un peu mythique. Et là, en fait, tu as accès à tout le monde. Du coup, je crois que c'est beaucoup plus difficile du coup. Tu veux dire qu'il y avait une part de mystère un peu chez les rockstars que là, on peut plus avoir en fait parce que. Ouais, je crois que c'est ça qui faisait la rockstar en fait. Quand la personne venait sur scène, t'avais l'album et t'avais les concerts et c'était un truc genre vraiment un événement. Et là, en fait, tu peux même voir si t'as tout le pas, monde tout le temps, tu regardes, il y a plein d'artistes en fait, t'as déjà vu leur concert, des 10 secondes de leur concert, c'est comme si tu les avais déjà vus en fait. Du coup, c'est beaucoup plus, c'est vrai. c'est beaucoup plus difficile vrai d'avoir que- cette idolisation. C'est ça aussi qui fait une rockstar, du coup, je crois. Et avec l'industrie aussi, le fait que parfois, alors je sais pas si vous ça a été le cas, mais il y a beaucoup d'artistes avec qui j'ai pu parler en off qui me disaient en fait les maisons de disques ou nos équipes même perso nous poussent à beaucoup faire de contenu sur les réseaux sociaux, à énormément parler à nos fans et tout, mais moi c'est pas mon métier de base, je suis pas influenceur, je me sens pas forcément à l'aise avec ça, etc. Et est-ce que justement, comme tu le dis, ça va pas à l'encontre de la rockstar et du mythe qui peut se construire autour du mystère? Ouais, c'est compliqué parce que je trouve que en fait, il y a des artistes qui juste l'ont naturellement de constamment genre créer des trucs et être en contact avec leurs fans. Mais il y a des artistes qui préfèrent par exemple juste être dans leur studio ou il y en a qui préfèrent être sur scène. Et du coup, c'est compliqué quand c'est obligatoire. Et maintenant, il y a ce truc. Aussi, même, je dirais. Maintenant, il y a genre un peu cette formule qui commence à se faire de t'es obligé de savoir être un content creator et en même temps vivre et en même temps écrire et créer et surtout quand t'es dans ce truc de je crois que dans ce cirque vicieux de pas vraiment une relation saine avec des addictions ou je sais pas quoi, je crois que c'est un peu compliqué du coup tu dois je sais pas. De gérer tout ça. Gérer tout ça en même temps. Je suis d'accord. Hein. C'est pour ça que, comme je disais, il y a aussi des périodes, je pense, quand j'étais en tournée, moi personnellement, et que je bossais beaucoup, j'avais complètement la flemme même de poster une photo pendant 3 mois sur Insta. C'est vrai que je me faisais pas mal sermonner là-dessus. Là où en ce moment, je suis dans mon challenge, poster 1 fois par jour, dès midi, et je m'y tiens, tu vois. Mais c'est vrai que faut être multicasquette aujourd'hui. En tout cas, dans la mesure où t'es pas encore Billie Eilish, quoi. Je pense qu'elle peut se permettre de laisser ses réseaux pendant 1 an tranquille et tout, mais... Ouais, donc tu peux cultiver... En fait, pour construire vraiment une vraie communauté, une vraie fanbase, tu dois charbonner sur les réseaux et ensuite tu peux te permettre le mystère de nos jours. Je pense que aujourd'hui, plus que jamais, Et ça, pour le coup, c'est pas très rock. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est pas une attitude très rock. En fait, ce qui était intéressant, mais là je prêche pour ma paroisse, attention, hein, c'est qu'avant, en fait, on laissait un peu le récit à un journaliste. C'était parce qu'il y avait du récit, il y avait quand même du contenu. Mais c'était un journaliste en fait qui l'écrivait, donc qui écrivait le grand récit de Jimi Hendrix, qui écrivait sur tel groupe, sur tel artiste. Et en fait aujourd'hui, cette espèce d'intermédiaire qui était le média, le journaliste, il disparaît un peu. Donc en fait l'artiste est un peu en frontal avec sa communauté. Et en tout cas, il y a plein de problèmes à ça, notamment demander à un artiste d'être une sorte de chef d'entreprise, content creator, etc. Mais il y a aussi la problématique, il n'y a pas de regard extérieur. Et puis il y a une problématique où je trouve que ça démythifie un peu l'artiste. Qui devient un peu, c'est toujours un peu un pote. On a toujours cette sensation maintenant, qu'on le connaît. Donc il y a un truc, il n'y a plus du tout ce côté très iconique qu'on pouvait avoir, je trouve. Après, il y a des gens qui restent très mystérieux, qui ont quand même, je pense, encore toujours ce truc. Je trouve que c'est aussi un choix d'être assez ouvert à sa fanbase. Mais après, je suis d'accord, je te rejoins sur le point où, tu vois, avant même dans les clips vidéo, il y avait un storytelling un peu. Et c'est vrai que même ça, maintenant, apparemment, ça se perd. Limite, faut même plus en faire, quoi. Faut rester dans les... Tu mets ta caméra, tu montes 10 secondes de ta musique. Ouais, donc c'est compliqué. Parce que vraiment, j'ai toujours entendu cette histoire que
Ouais, t'as les maisons de disques qui poussent, qui disent faut que t'ailles sur TikTok. Mais il y a des artistes qui ont pris la parole sur ça d'ailleurs, mais ça va. Moi, ils m'ont mordu le crâne. C'était un titre choisi par Martha Darro. Martha à la table ce soir, avec également Carole Boinet, Youvdi et Raphaël Zaoui pour parler du rock. Et je vais vous poser une question sur le rock. C'est une question que j'ai déjà posée sur le rap l'an passé. Est-ce que le rock, c'était mieux avant, quand on pouvait tout faire et tout dire ? Qui se lance. Martha. Moi, je dirais non. Non, je crois. Ouais, juste non. Merci. Waouh. Non, mais déjà, moi, je pense que les phrases, c'était mieux avant. Il faut s'en méfier. Rien n'est jamais mieux avant. Puis de toute façon, on peut jamais savoir. Mais en vrai, est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qu'on vit avant que ça soit raconté. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait on vit notre temps présent, donc c'est très compliqué d'avoir assez de recul pour dire. C'est facile d'avoir du recul sur le passé et de dire ah putain telle année elle était mortelle, mais oui parce que entre temps on nous l'a raconté l'année, on a tiré le meilleur de l'année, mais en fait ça se trouve on dira mais 2024 mais quelle année de feu quand on avait fait cette émission de Tunnel. Mais en fait on sait pas. Il y a quand même il faut se méfier aussi du récit du décalage temporel et puis surtout l'expression c'était mieux avant, on sait jamais si c'était vraiment mieux avant, enfin je veux dire. Moi je fantasme un peu quand même le monde sans internet. Je trouve qu'il y avait un truc un peu plus quand même justement de vécu sur l'instant présent. Je pense qu'il y avait quand même quand les gens le racontent, le tout petit temps où je l'ai pu le vivre, j'imagine quand même que le monde sans internet, sans smartphone, il y avait une autre saveur et j'aurais été curieux de la sentir vraiment peut-être dans ma vingtaine et de me dire à quoi ça ressemble d'avoir une carte pour retrouver tes potes, le rapport au temps, à la temporalité, d'attendre 20 minutes parce qu'en fait c'est comme ça dans un rencard, d'avoir un flyer de papier pour la soirée punk dans le bar. Tu vois, enfin ça c'est vrai que je dois avouer qu'il y a un fantasme qui peut-être n'a rien à voir avec ce qu'était la réalité, mais il y avait quand même ce truc là où j'imagine que les choses étaient un peu plus aventureuses et plus propice à l'improvisation et aux rencontres et aux trucs impromptus, quoi. Bah non mais moi attendez moi je fantasme totalement aussi enfin à 20 ans j'avais monté un fanzine avec des copines qui était un fanzine papier à Rennes qui s'appelait Mademoiselle H-Bête et on avait à l'époque on avait MySpace, enfin je veux dire on aurait très bien pu je sais pas se contenter de MySpace et on était déjà dans cette espèce de fantasme, putain c'est trop cool de ressusciter le format fanzine, d'avoir du papier, de le distribuer, etc. Forcément on a tous une part de fantasme mais moi ça me rend trop triste sinon, enfin si je vis que en me disant putain pourquoi moi je vis dans l'époque Instagram. Après mieux avant c'est bon, j'aurais aimé voir le Moyen-Âge aussi donc nos droits aussi, enfin à part Raphaël peut-être, mais nos droits ici dans les décennies passées. Oui, c'est parce que t'es le seul mec blanc de la... Ouais, même sans être hétéro-cisgenre. Les droits, il y a quelques décennies, moi, chaque fois, je suis en mode... Enfin, vraiment, je suis une énorme vendeuse de Woodstock. Je suis là, waouh, mais la vie avait l'air trop stylée dans les années 60-70. Ouais. Et après, je reprends le droit à avoir un compte en banque, le droit à l'avortement, le droit... Tu vois, ouais, peut-être non, pas. mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir un regard très positif en se disant il y a plein de choses qui sont géniales dans notre époque, notamment la liberté de parole, tous les avancements sociaux, tout ça. Donc, voyons-le comme ça. Non, mais le truc sur Internet, après, je comprends, mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc sur lequel je te rejoins, Carole, c'est qu'en fait, parfois même sur des années de nos vies, on est là, waouh, moi, chaque fois, je suis là, waouh, 2012, c'était trop bien, waouh, machin. Et en fait, des fois, je vis des bêtes d'années, mais je suis tellement en train de me dire que 2012 ou 2009 ou 2018, c'était trop bien que je ne m'en rends pas compte sur le moment. Et c'est après que je me dis, attends, mais c'était une bête d'année, j'ai même pas pris le temps de m'en rendre compte parce que j'étais trop occupée à fantasmer 1 pour 1000 d'années que j'avais vécues où en fait il y avait des contrariétés et des trucs chiants comme tous les ans, quoi. Ouais, et puis je trouve que, enfin, juste là sur la question d'Internet, avant on était quand même extrêmement bloqué par les choses un peu installées. Enfin, je veux dire, pour être journaliste, fallait entrer dans un média. Enfin, moi je me souviens de mes jeunes années. Pour faire ça, fallait rentrer dans tel truc. Enfin, fallait rentrer un peu dans des structures, même si bien entendu il y avait des initiatives hors. Et là, on vit quand même une grande période d'initiative. Alors après, est-ce qu'il y a un modèle financier, etc. C'est une autre question, mais en tout cas, il y a une liberté, je trouve, dans le fait de créer son propre média, de créer son propre délire, qui est assez dingue. Enfin, moi, j'ai pas du tout grandi avec ça, donc je trouve ça assez fort quand même. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était la naissance de plein de choses, ouais. Mais c'est est-ce que assez le fou. rock était mieux ? Bon, voilà. Mais quand on pouvait tout dire, quand on pouvait tout faire, est-ce que
t'as ce truc. Mais on peut toujours tout dire et tout faire. Non, mais t'as des gens qui écoutent encore des artistes, par exemple, qui ont tué parce que c'est rock, tu vois. On parle de Noir Désir, là. Par exemple. Pas la ref. Tu vois. Bah non, enfin pour moi justement c'est plutôt une évolution qui est ultra positive, c'est-à-dire c'est plus qu'on peut plus tout dire et tout faire, c'est juste qu'on prend conscience depuis quelques années maintenant du mal, là je parle plus de Noir Désir, je parle vraiment juste de la parole, du mal que certaines choses peuvent faire, enfin, mais je veux dire, tout le monde est toujours en fait, enfin chacun fait ce qu'il veut, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, moi, je vois pas ça comme ça, quoi. C'est plutôt une prise de conscience pour moi de se dire, bah ouais, est-ce qu'on sépare vraiment l'homme de l'artiste ? Bon, ouais. C'est peut-être un peu facile comme truc, ou je sais pas. C'est plus des réflexions à mener ensemble collectivement, de se dire qu'est-ce qu'on fait d'Alain Delon quand il meurt, enfin voilà, mais on l'enterre. Non mais personne. On le met dans le salon. Je veux dire, personne a non mais personne a forcément les réponses. Enfin peut-être vous, mais c'est plutôt des réflexions pour moi collectives qu'on doit toutes et tous mener en se disant bah tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais après j'ai pas l'impression qu'on peut plus tout dire et plus tout faire, enfin je veux dire Moi, j'ai l'impression qu'on dise plus de trucs qu'avant justement, mais c'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui s'expriment. Enfin quand on regarde TPMP, il y a quand même ça envoie hein, ça dit. Tu regardes TPMP, non mais c'est ça ton petit plateau du mardi soir. Ça existe quoi, ça existe donc on peut pas tout dire, on peut pas dire qu'on peut plus tout dire. Enfin ah oui mais clairement, enfin voilà. ceux qui disent qu'on peut plus rien dire en général c'est souvent ces gens-là beaucoup. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut moins faire, on peut dire que c'est pour le positif, quoi. Mais justement, sur l'avancée des droits, est-ce que, on voit dans le rock, il y a quand même eu toujours des grosses figures féminines, des Janis Joplin, Patti Smith, Amy Winehouse, etc. Est-ce que c'est un style musical où les femmes sont mieux représentées, / respectées, ou pas tant, pas plus qu'ailleurs Alors là... Je crois pas plus qu'ailleurs. Mieux, non, je pense pas. J'ai pas de réponse. Non, parce que justement, ceux qui disent que c'était mieux qu'avant, donc en gros, tout le truc, toute la galaxie avec les chaînes qui commencent par C, ils adorent taper sur le rap en disant le rap, c'est un style musical horrible pour les femmes, et le rap, et le rap, et le rap. Quand on leur rappelle ce qu'a été la chanson française, bon voilà. Et le rock, enfin je veux dire, le rock, pour moi, c'est ultra masculin. D'où ma question. Ah oui, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au rock, très rapidement, je suis arrivée quand même face à un mur où je me sentais pas totalement à ma place, ou du moins j'avais vraiment le sentiment, et c'est pas du tout une caricature, d'être la groupie, enfin que la place de la meuf dans l'univers rock français, il était souvent celui de la groupie, celui du faire-valoir, celui sinon de la chanteuse, voilà, qui chante des paroles d'autres, et puis c'est toujours la chanteuse. On a l'impression que c'est pas une artiste à part entière, enfin. Et il a fallu quand même que je creuse, parce qu'en plus c'était pas les artistes qu'on me donnait en premier. On me donnait le Velvet, David Bowie, machin, Jimi Hendrix, mais en fait, après, il fallait creuser pour trouver PJ Harvey, pour voir que dans Sonic Youth, le groupe, il y avait Kim Gordon, pour trouver les meufs en fait du rock. Et il y en avait beaucoup moins, et on les mettait pas beaucoup en avant. Et donc, il y a quand même ce truc où non, moi j'ai trouvé que c'était un milieu et une musique qui était très masculine. Et justement, quand je me suis intéressée au Riot Girl, qui est un énorme mouvement féministe qui est né au début des années 90, là, je me suis sentie un peu comprise aussi. Ça envoyait, comme on dit, c'était du gros rock, machin, avec grosse guitare et tout, mais c'était des meufs. Et en plus, elles avaient un énorme discours féministe en disant, on va arrêter justement de faire des pogos de mecs devant les concerts, on va nous prendre le devant des concerts. Et donc, à leurs concerts, elles disaient aux mecs, vous allez tout au fond, vous laissez les meufs devant, et les meufs font ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire un pogo, elles font un pogo, mais arrêtez de prendre le devant, arrêtez de prendre l'espace, arrêtez de prendre la parole, laissez-nous aussi parler. Et non, moi j'ai trouvé que le rock était très masculin quand même. Et puis dans les concerts, les mecs même qui ont trop chaud, donc ils sont torse nu. Donc et une meuf, elle peut pas se mettre torse nu. Dès que t'es en soutif, c'est un scandale. Ouais. Moi, à une époque, du coup, on me provoquait avec mes copines à Rennes, on se mettait en soutif parce que tous les mecs étaient torse nu. Mais c'était un scandale. Qu'est-ce qu'elles font en soutif ? Mais c'est que des trucs trop chelous comme Pourquoi ça. Pourquoi vous avez chaud Ouais, et puis le mec a le droit d'être bourré à l'after, toi t'as pas le droit. Enfin, t'as quand même l'impression t'as pas les mêmes droits. Hein. C'est quand même pas pareil. Hein. Non. Ça. Je pense que c'est dans tous les genres et dans. Mais oui. C'est vraiment un truc de. C'est un truc de société. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Du coup, je crois pas qu'il y a plus ça que autre part. Ouais, c'est pas spécialement propre au rock, c'est tous les styles de musique. Ouais. Ouais. Mais on va se battre. Donc parce que dans l'électro, on l'a beaucoup dit aussi. L'électro française, la French Touch, quand même, on n'a pas mis beaucoup en avant les artistes féminines. Hein,
Et ce soir, donc, nous parlons du rock. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir du rock. Est-ce qu'il y a des choses là qu'on ne verrait plus niveau musical et qu'on pourrait revoir? Je pense par exemple aux titres un peu expérimentaux qui durent 8, 10, 12 minutes. Est-ce que c'est des choses qui peuvent revenir, vous pensez? Ou est-ce que notre capacité d'attention a été trop niquée par TikTok et c'est terminé cette ère-là? Je pense que tout revient un jour ou l'autre, finalement. Puis même si t'as des TikTok et tout, tu peux très bien te poser chez toi et Bien sûr. mettre une longue playlist. Enfin, chez moi, j'adore les morceaux de 10 minutes. J'en ai un en particulier, c'était du groupe Yes. Je sais pas si vous connaissez. Roundabout. Incroyable, le truc dure 8 minutes. Et la musique est une digression, quoi. Enfin, j'aime trop. Je pense que ça reviendra aussi. Ouais, je crois que si on va trop dans un côté, d'un côté, du coup, là, tous les sons durent 1 minute, 1 minute 30. Vraiment. Je crois qu'à un moment, il y aura genre un truc pour aller contre. Du coup, les gens vont vouloir faire l'inverse du truc qui va trop vite. Du coup, je crois que ça peut encore retourner. Genre de se dire, moi, je vais faire l'inverse de tout ce mouvement TikTok et du coup, je vais faire des sons de 15 minutes. Ça sera un projet vraiment. Ouais. Et Martha, Carole nous parlait tout à l'heure justement d'un premier album des Strokes qui l'a énormément marqué. Est-ce que toi, tu crois au retour de l'écoute d'albums complète, tu vois, où les gens se mettent le truc en entier et pas juste font une sélection où ils piquent sur Spotify J'espère. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien, que j'adore créer. J'adore créer des sons, mais j'adore créer genre un univers et des sons en fait qui partent du même thème ou qui racontent un peu la même histoire. Et du coup, je mets quand même beaucoup de travail du premier son au dernier. Du coup, pour que ça se corresponde, etc. Ouais. Du coup, j'espère que ça va revenir. Ouais. Raph, est-ce que tu es optimiste? Un peu moins. J'ai l'impression qu'on se fait un peu écraser par la volonté de la vindicte populaire de dire notre attention est de plus en plus courte et du coup il faut transformer la musique dans ce sens-là. Mais après je suis assez d'accord avec Martha pour dire qu'il y a toujours des gens pour prendre le contre-pied de ça. Donc la lueur d'espoir viendra de ces gens fabuleux. Oui. Puis même si c'est une minorité, ça se fait toujours en vrai, d'écouter un album en entier. Enfin, c'est le principe d'un album finalement, de l'écouter de A à Z et de suivre l'histoire. Après, faut éduquer les gens aussi à ne pas oublier que ça existe, quoi, en fait. Mais il y a plein de gens aussi qui n'envisagent pas l'écoute musicale comme une activité. C'est-à-dire le truc de se poser chez soi et d'écouter de la musique. Donc, action principale, écouter de la musique. Moi, j'ai plein de potes qui me disent, mais c'est trop bizarre. Enfin, moi, j'écoute de la musique en faisant ci, en faisant ça, en machin. C'est pas une activité. Et enfin, non, je vois. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout ce réflexe, tu vois, de se poser sur le lit ou je sais pas, dans leur jardin et d'écouter un album et d'être focus sur ça, tu vois. C'est clair que c'est une minorité. Ouais. Ce qui est dommage, mais... À la fois, peut-être qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui écoutent de la musique. Ça, c'est vrai. Enfin, j'ai quand même l'impression que tout le monde... avec les plateformes à la fois et puis avec aussi les fameux AirPods, avec... Enfin, je veux dire, j'ai quand même le sentiment que tout le monde écoute de la musique tout le temps. Et c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'ai pas fait une étude là-dessus. Je sais pas si quelqu'un a déjà écrit là-dessus. Mais en tant que grand statisticien. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Complètement bullshit. Une personne sur deux. Et donc, il y a quand même un truc qui devient un peu du tout musique. Enfin, je veux dire, j'ai même l'impression que même des gens qui s'y connaissent pas en musique sont moins intimidés aujourd'hui par la musique. Et je sais pas, on leur playlist sur Deezer, sur Spotify, tout le monde a sa playlist, tout le monde navigue aussi dans la musique puisque tu as cet algorithme qui te pousse des nouveaux trucs, machin. Et qu'en fait, les gens écoutent quand même beaucoup de musique. Enfin. Et il y a une nouvelle culture concert aussi. Oui, et puis surtout, il faut se rendre compte de ce que c'est Spotify quand même. On s'en rend plus compte, c'est de rentrer dans nos vies, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir accès à ce savoir universel de la musique où si tu as une interrogation sur c'était quoi le post-punk des années 80, en fait, tu tapes sur Wikipédia ce que c'était, puis tu vas sur Spotify, tu te fais les albums. C'est quand même incroyable. Moi, je m'émerveille tous les jours de me dire je peux découvrir tout ce que je veux. Comme même musique. les daily mix, c'est génial. Putain. Et à la fois, dans la minute c'était mieux avant, c'est vrai qu'on n'a plus la difficulté. Et en fait, finalement, la difficulté de recherche faisait que quand tu arrivais à trouver ou
par hasard, il y avait quand même une sorte de satisfaction qui était très Bien sûr. intense. Et du coup, tu passais vachement de temps avec ce que tu avais trouvé. L'album, en fait, tu passais du temps puisque ça t'avais vraiment déployé de l'énergie. T'es Et investi. aujourd'hui, je sais pas, il y a quand même une culture, on zappe vachement parce qu'en fait, t'as tellement de trucs à écouter, il faut Ouais, aller vite. hyper vite, Il y machin. a Shazam. Tu passes Ouais. moins de temps. Il y a moins d'histoires d'amour, je trouve, qui se développent vraiment avec les. Enfin, si, il y en a toujours, mais. Moi, je sais que je me suis beaucoup Tu vas raté très étant vite. petit. C'est-à-dire que je prenais les CD pour leur pochette et après c'était nul. Donc, je suis très content. Mais non, il y de avait ça. J'ai dépensé beaucoup de sous en me disant, putain, la pochette est C'était stylée. génial en fait. parce qu'il fallait acheter le truc. CD Donc en du plus, il mois, fallait avoir le alors. code pour acheter, quoi. Mais même, je sais pas si vous vous rappelez, moi, je sais que des fois, il y avait des titres, ils étaient playlistés sur telle ou telle radio. Je savais que le titre, j'avais un peu compris déjà le truc, que le titre, quand il était playlisté, il allait passer toutes les heures à telle heure 7. Donc, chaque heure, j'allais écouter parce que c'était la seule façon d'entendre Mais de ouf. ton titre parce que tu pouvais pas, enfin, il y avait pas. On Internet, enregistrait parfois sur cassette. Et moi, je me Ouais. souviens, j'avais des cassettes avec des bouts de titres. Donc, t'avais le début du morceau sur une cassette, la fin que j'avais réussi à choper sur une autre. Moi, TikTok, j'enregistrais sur TikTok le- en Ouais, ouais. avance. sur le répondeur du téléphone, j'enregistrais. Ah, pas mal. C'était vraiment. Là, les auditeurs doivent se dire, c'est quoi cette émission nostalgie? J'ai 28 ans, les gars, ça va, je suis pas trop vieux. Et justement, d'ailleurs, en parlant de nostalgie, on va parler d'artistes morts ou vivants. Quelles sont chacun ou chacune les 5 personnes que vous aimeriez voir sur scène? Imaginez, vous avez votre festival, vous êtes le programmateur ou la programmatrice du festival. Il y a 5 artistes à la suite qui se succèdent. Il n'y a pas besoin que ce soit cohérent. Il n'y a pas besoin que ce soit bankable. On s'en fout. Il y aura forcément une foule hyper joyeuse autour de vous. Qui sont ces 5 artistes? Est-ce que le festival doit être sur la même période aussi temporelle? Non. C'est vraiment ce que tu veux, quoi. Parce que moi, j'aurais tellement kiffé voir Elvis à ses débuts, genre quand il mettait un coup de rein et que genre la foule tombait par terre et tout. Que les gens étaient assis en fait à la base. Genre. C'est clair. Michael Jackson aussi, parce qu'il n'y en aura que un finalement. Pareil à son époque, parce qu'il bougeait, hop, tout le monde tombe par terre aussi. Enfin, tu sais, il y avait vraiment ce truc d'aura, waouh, genre, tu vois. Et sinon, qui je verrais Mais les gens avaient l'impression de voir des dieux en concert. Bah ouais, en fait, genre, c'est ça. c'est- D'où l'histoire de la c'était démystification. monstrueux, quoi. J'en ai cité 2. Attends, Raph, si t'as des pistes, tu peux y aller aussi. Hein. Bah, Kurt, Nirvana, forcément. Deftones aussi, j'ai jamais vu. Un dernier, attendez, après je vous laisse là-dessus. Fais-nous un français. Un S'il français. te plaît. Donne-nous Putain, un français. Mais tu sais que j'ai tellement peu écouté de français, quoi. C'est le moment où tu dois dire Zawi, en fait. Tu vois. Bah ouais, Zawi, Juste putain. après, je salue Zawi Elvis, à Michael. l'Olympia, c'est quand? Le 20 décembre. Merde. Raphaël. Ben, moi, j'aurais adoré voir Balavoine. On n'est d'accord. plus très rock, mais du coup, pour remettre du français, c'est vraiment, ces chansons me touchent énormément et je me dis, putain, en concert, ça devait être quelque chose d'interprétation, tout ça et tout. Donc déjà, je commencerai par un bon petit Balavoine, histoire de De mettre tout le monde de mettre bonne tout le monde humeur, d'accord. finalement. les Daft Punk aussi quand même. Ah ouais, putain. Ça serait quand même bien. Puis évidemment, je partage avec Youve le fait de revoir quand même Nirvana, je dirais pas non. Ah ouais, ouais. Et puis les Doors. Ça, Jim Morrison, leur espèce de truc où tu prends des pills, des acides et tu les vois, je sais pas, genre complètement flyés pendant 2 heures, c'est une autre ambiance de musique. Voilà. J'avoue que je viendrai aussi avec toi. Voilà. Martha, tu mettrais qui, toi? C'est vrai que c'est pas très rock. Mais je mettrais déjà Frank Ocean. S'il joue, il doit jouer quand même. Mais il sera là. Il sera là, il sera Et trop va chaud, il jouer. sera à Ouais, l'heure, ouais, il sera... tu vois. ouais. Frank Ocean. João Gilberto. Amy Winehouse. Sad Office. Missy Elliott, j'aimerais bien voir. Ah, j'avoue. Ouais, vraiment avec tout son show. Le Vidi veut aussi venir à ton festival, je crois. Ouais, je pense. Bah, pour C'est Missy, le- je passe, c'est ouais. Je pleurais un peu. Et j'en ai dit combien? En fait, je l'ai déjà vue, mais j'aimerais bien la revoir. MIA, elle a eu beaucoup d'influence pour moi et c'était... Ouais, je la réinvite du coup. Ouais. Pareil, quand elle disait les phases die young, bad girls do it well, ça Yeah. a rentré dans la tête et t'étais là, Yeah. ouais. Talk about me. Et toi, Carole, serait qui? Bon, vous en avez cité beaucoup, mais personne n'a cité David Bowie.
Moi, il y aurait quand même Bowie. J'aurais adoré le voir vraiment de ouf. Bowie, le Velvet Underground, vraiment, j'aurais adoré Lou Reed. Sûrement PJ Harvey aussi. Les Daft, de ouf. J'aurais adoré voir la tournée live. Il y en a plein. Et puis peut-être quand même, puisque en fait, l'exercice, c'est pas que des gens disparus ou splittés. Alors peut-être aussi des gens de la jeune génération. Il y a une meuf qui est installée en France maintenant, qui est australienne, qui s'appelle Sam Quilly, qui est hyper forte. Qui est hyper forte sur scène. J'adore sa musique, j'adore le personnage, j'adore l'énergie. Et donc, j'aimerais bien qu'avec tous ces mastodontes, il y ait aussi la jeune génération. Et pourquoi pas, du coup, Sam Quilly qui envoie de ouf. Énergie de malade. Voilà. Sam Quilly. Eh bien, écoutez, j'aimerais participer à tous vos festivals, vraiment. Et toi, Anna, alors? Moi, tu dois pas te prêter à tu l'exercice. tu vas pas couper cet exercice très difficile. Alors, en chanson française, je mets Brel et Dalida d'office. Enfin, Brel, mais first, voilà. Vous êtes pas Étienne Dao, chanson française. Mais attends, je viens juste de cut. Je devais mettre Duel au soleil d'Étienne Dao. Vas-y, je te laisse finir. Je viens de la cut parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on parle trop. Mais effectivement, Dao, de fou. Mais je le mets pas dans un top 5 quand même. Nirvana. Nirvana, voilà. D'accord. Ouais. MGMT, je pense, ce que j'ai jamais su les voir en live. Apparemment, ils sont nuls. Ouais, mais on m'a toujours dit qu'ils étaient nuls en live. Mais moi, c'est mon mythe absolu. Genre, carrément, à l'âge de 13 ans, j'ai décidé que j'allais me tatouer Fated to Pretend, qui est la fin des paroles de Time to Pretend. Je l'ai fait à 18 ans, donc voilà. Après, tu balades avec condamné à faire semblant, tatoué sur ton poignet toute ta vie. Un tatouage en plus très bien exécuté, comme vous pouvez le voir. Vraiment. Il est très bien fait. Bien bavé. Mais voilà, MGMT. Et après, qui est-ce que je mettrais? Je sais pas. Je sais plus qui je disais, mais Zawi, déjà, le 20 décembre à Youdi, l'Olympia. peut-être aussi. Peut-être Rihanna quand même. Ah oui, donc nous, on s'en fout. Mais je vous ai déjà vu en concert. Je vous ai déjà vu tous les deux en concert. Hein. Putain. Plusieurs fois en plus. Donc voilà. Mais je vous remercie en tout cas d'être venu faire cette émission de rentrée où, ma foi, je bafouille. Je sors des surnoms d'ailleurs pour les prénoms. C'est complètement impoli. Je t'ai appelé Raph 2-3 fois. C'est bien. Parce que j'ai un pote qui s'appelle Raph aussi. Enfin voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Bisous, Raph. Gros bisous, Raph. Force à toi. Mais non, voilà, je vous remercie vraiment pour cette émission de rentrée où j'avais un petit peu le trac en plus. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Carole, je commence par toi. Alors, moi, vous pouvez me retrouver à travers les Inrecuptibles, qui sont en kiosque, avec un numéro d'ailleurs très rock, puisqu'il y a Nick Cave, une icône des Inrock et puis du rock, qui est en couverture, qui nous a livré un long entretien. Et puis dedans, il y a aussi Fontaines DC, qui est un groupe chouchou de moi, de la rentrée et de toute notre team des Inrock. Ouais, voilà. Donc, rendez-vous en kiosque, j'ai envie de dire, et puis sur nos réseaux sociaux aussi. Martha? Moi, c'est sur Spotify, Instagram. Du coup, c'est Martha Daro. Martha avec un H, T-A-R-O. Et Instagram, c'est martha.daro. Merci beaucoup, Martha. Merci à toi. Raphaël, Je suis en train de suivre Martha sur Instagram. En direct. J'ai trouvé. Un follower de plus. Moi, vous pouvez me trouver sur Spotify aussi. Et donc, du coup, peut-être dans certaines librairies. A priori, faut réclamer fort. Quel flex de fou. Et puis surtout, faut venir me voir en concert. J'ai la fin de ma tournée à l'automne qui se terminera donc à l'Olympia le 20 décembre. Et je vous y attends nombreux pour faire la fête. Et Youdi, qui boit encore son jus de fruits. Mais combien de litres de jus de fruits tu as bu? Putain. Il est truqué. Tellement rock. sur ce petit jus de pomme, moi, vous pouvez me retrouver forcément partout. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Voilà. Mec de ma gênée. Hein. Ouais, en bas de chez vous peut-être. Un soir à 5h du matin. Vous ne devez pas me voir à ce moment-là. Ouais, voilà. Mais je vous remercie tous les quatre de vous être prêtés à cet exercice et d'avoir mis des vrais tunnels d'ailleurs. Merci. Ça, vraiment, merci.